Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. Je suis Éric Aimé Sémian, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, une organisation de défense et de promotion des droits de l'homme, donc membre à part entière de la société civile qui existe depuis plus de 10 ans et qui travaille de concert avec toutes les autres organisations de la société civile à promouvoir et faire respecter les droits de l'homme en appui aux actions de l'État. Quels sont nos principaux axes d'intervention? Il faut dire que depuis plus de 10 ans que nous existons, déjà l'OIDH est composé d'acteurs de la société civile qui en moyenne disposent d'années d'expérience entre 10 et 20 ans. Nos principaux axes d'intervention sont les suivants. Le premier, c'est le secteur de la justice. Nous sommes partis du constat que la justice est la clé de voûte d'un état de droit. Et après les soubresauts sanglants et meurtriers que notre pays a connus sur les 2 dernières décennies, nous avons la ferme conviction que seule la justice peut permettre, en tant que régulateur social par nature, d'empêcher, n'est-ce pas, la reddition de ces crimes. C'est ainsi que nous nous sommes engagés à déployer tous nos efforts en appui à ceux déjà faits par l'État, afin que le rendu de la justice soit conforme à ce que requiert un état de droit. Ainsi, nous avons travaillé avec nos partenaires internationaux, que sont la Cour pénale internationale, Bureau du procureur précisément, l'Académie internationale des principes de Nuremberg, African Policing Civilian Oversight Forum, les fondations Open Society et plusieurs autres partenaires qu'on ne pourra pas citer ici, à renforcer le système judiciaire ivoirien à travers le renforcement des capacités. Sur une période de 5 ans, nous avons implémenté un projet d'appui au renforcement des capacités de 150 magistrats ivoiriens sur les méthodes d'identification, d'investigation, d'instruction, de jugement portant sur les crimes internationaux. Pour nous, la compétence de la Cour pénale internationale étant secondaire, il est bon de renforcer les capacités du système judiciaire ivoirien de sorte à lui permettre de développer des mécanismes de réponse rapide à la criminalité des droits de l'homme et aux grosses violations des droits de l'homme au cas où elle surviendrait encore, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc, dans cette logique, nous sommes convaincus que dorénavant, avec l'arsenal juridique dont nous disposons et avec les capacités renforcées de ces acteurs judiciaires, l'État de Côte d'Ivoire sera à même de faire encore plus face à ces défis-là de violation des droits de l'homme. D'un autre côté, nous avons également appuyé les efforts de l'État dans les réformes judiciaires, notamment la rédaction du nouveau code de procédure pénale et la rédaction du nouveau code pénal qui comporte autant d'éléments, n'est-ce pas, protecteurs des droits de l'homme. Nous avons été appelés à contribuer, nous avons fait notre juste contribution, de sorte à ce qu'on ait ces tests-là aujourd'hui qui contiennent des garanties, comme nous l'avons dit. Pour nous, il est essentiel que l'ensemble des acteurs ivoiriens sachent qu'il nous faut la justice. Après tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il est bon que la lumière soit faite sur les crimes qui ont été commis, de sorte à ce qu'aucune victime ne soit laissée pour compte. À côté des efforts au sein du système judiciaire ivoirien en interne, nous avons également travaillé en étroite collaboration avec la Cour pénale internationale, vous le savez sans doute, le bureau du procureur de la CPI, pour que la vérité soit faite. Le deuxième aspect sur lequel nous travaillons, donc qui constitue également un volet très important, est celui de la cohésion sociale. Alors, il faut que les Ivoiriens soient ramenés à la réalité. La décennie, ou du moins les 2 décennies de crise que nous avons connues, ont vraiment laissé un pays amoché, où le tissu social a été réellement fragmenté et le tissu social est vraiment mis à mal. Nous avons pour preuve que nous avons commencé à faire un travail dans la plupart des localités où des violences sont survenues. Nous avons travaillé à Dabou, à Jacquesville, à Sikinsi, à Boaké, à Yamsokro, à Bonois, à Tout-le-Pleu, à Guiglo, à Daloa, bref, dans plusieurs localités, Daoukro, etc. Le constat est le même. Le constat est qu'il existe des rancœurs qui ont persisté et qui ont enflé et qui font que le vivre ensemble, le vouloir vivre collectif a été entamé. Pour nous, il est important qu'avant d'aller de l'avant, on s'asseye, on marque un arrêt et qu'on travaille sur la cohésion sociale. Vous savez, on ne peut pas bâtir le développement, on ne peut pas bâtir l'état de droit dans une société qui n'est pas soudée. En réalité, le développement, il est d'abord humain. Donc le développement prend racine sur l'homme. L'homme est le point central du développement. Dans toutes ces localités dont nous venons de parler, ce sont des Ivoiriens qui sont là-bas, bien sûr, avec des non-Ivoiriens, mais majoritairement des Ivoiriens. Ce sont pour certains nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, etc., etc., avec qui on n'a pas d'autre choix
que de vivre ensemble. Nous avons été très terrifiés de constater que par le passé, lorsqu'il y avait des violences politiques, on se contentait d'incendier des bâtiments, donc du matériel. Après, on a commencé à s'entretuer sans que personne ne tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, quand il y a des soucis avec la cohésion sociale et des affrontements communautaires, on s'entretue, on se découpe à la machette. Les événements de Daoukro, de Mbayakro et de Dabou, récemment lors de la crise post-électorale de 2020, sont éloquents et ont encore laissé des communautés vraiment divisées. Il nous faut crever l'abcès. Crever l'abcès parce qu'on est obligé de vivre ensemble en réalité. Et ce vivre ensemble nous impose une certaine obligation de fraternité. Et pour que cette fraternité puisse vraiment voir le jour et être portée au pinacle, il est bon que les vrais problèmes qui divisent les communautés soient adressés. Au fur et à mesure que nous avançons, c'est des communautés qui s'entre-déchirent. Récemment encore, on nous a parlé des événements de Bédiala dans le département de Daloa. Et quand vous regardez dans le fond, je veux dire, c'est des événements apparemment qui souffrent d'une certaine banalité et qui viennent enfler et ajouter à un contexte et à des rancœurs qui existent déjà. La Côte d'Ivoire, née officiellement en 1960, a toujours chanté unité, unité, unité. D'ailleurs, notre devise est union, discipline, travail. Mais nous ne sommes pas en train de réaliser cette union. Nous attirons l'attention des autorités sur le fait qu'il existe encore de nombreux défis en matière de cohésion sociale. En quoi consiste notre travail? Nous partons parler avec les communautés. Nous échangeons avec les communautés pour leur apporter le message de paix. Nous faisons de la sensibilisation, nous essayons de rapprocher les différentes chefferies et en le faisant, nous nous rendons compte que l'entreprise et l'exercice sont vraiment difficiles et dépassent souvent le simple cadre de nos capacités. C'est un travail qui doit être fait à l'unisson et avec l'État et avec la société civile et avec l'ensemble des corps sociaux constitués pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir cette Côte d'Ivoire d'union et d'unicité en réalité. Pour nous, pour réaliser une bonne cohésion sociale, on doit commencer par faire la lumière sur les violences qui se sont déroulées. Le troisième axe sur lequel nous travaillons est celui de la citoyenneté. Car en effet, tout ce que nous avons dit au titre du premier point sur la justice, le deuxième point sur la cohésion sociale, ne peut pas aller sans la création d'une citoyenneté qui prenne pour base des valeurs. Pour que la Côte d'Ivoire arrive à un développement très avancé et reconnu de tous, cela doit se faire avec un type d'Ivoirien, de citoyen nouveau. Voilà, pour paraphraser l'autre, avec un citoyen nouveau. Ce citoyen nouveau, il ne sera pas nouveau parce qu'il aura changé, je vais dire, d'aspect, mais il sera nouveau parce qu'il aura été imbibé des valeurs qui sont celles d'une république normale. Avec quel type de citoyen nous voulons réaliser la cohésion sociale? Avec quel type de citoyen nous voulons réaliser la justice? Avec des citoyens, bien sûr, qui comprennent ce que c'est un État, ce que c'est une république, ce que c'est l'intérêt général. L'OIDH travaille sur cet aspect pour amener tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, à comprendre qu'on n'a pas d'autre choix que de vivre dans la fraternité. On peut avoir des désaccords ou des dissensus, mais on doit s'accorder sur ce que c'est que l'intérêt général. L'intérêt général pour nous, c'est de comprendre que la chose publique est sacrée. L'intérêt général, c'est de comprendre que nous appartenons tous à une même société. On peut avoir des divergences de vues sur des politiques, sur le social, mais il y a qu'on doit se respecter mutuellement. Le citoyen nouveau qui porte les valeurs de l'intérêt général, c'est ce citoyen-là qui comprend que quand on n'est pas d'accord, on ne casse pas. Quand on n'est pas d'accord, on ne prend pas les armes. Quand on n'est pas d'accord, on ne va pas battre l'autre. Quand on n'est pas d'accord, on ne s'exilie pas ou on ne fait pas ce qu'il ne faut pas. Quand on n'est pas d'accord, on trouve la tribune appropriée pour s'exprimer. Étant entendu bien sûr que de l'autre côté, nous aussi travaillons à ce que l'État reconnaisse les droits et libertés de chacun à s'exprimer librement. Le citoyen nouveau pour nous, c'est ce citoyen qui prend conscience qu'il peut bel et bien avoir son appartenance politique. Il peut être fou et mordu d'un leader politique de son choix. Il peut appartenir à la secte politique qu'il veut, mais en tout état de cause doit garder à l'esprit que l'intérêt général est celui-là qui prévaut. Le citoyen nouveau doit comprendre qu'en réalité, il est le mandataire de l'autorité publique et que nos dirigeants ne sont en fait que nos employés à qui nous avons donné une mission de nous diriger. Si bien qu'en tant que citoyen, nous avons un rôle de regard citoyen, un travail de watchdog à faire sur la façon dont la cité est gérée. Le citoyen nouveau doit également comprendre que tout le monde ne peut pas être dans un parti politique. C'est le droit de chacun également de ne pas avoir de parti politique. Et qu'il existe bel et bien cette catégorie d'Ivoiriens qui ont décidé de ne pas appartenir à aucun parti politique, mais qui pour autant demeurent intéressés par la façon dont la chose publique est gérée. Et ceci est fondamental. Le citoyen nouveau doit comprendre que l'acteur politique est un prestataire qui vient nous faire une offre politique sur la façon dont il entend nous gérer. Et pour que l'acteur politique puisse nous gérer au mieux de ses capacités,
mais il faut justement que nous ayons un droit de regard. Cela dit, lorsque nous parlons de l'intérêt général et de la citoyenneté de cette façon, ça implique directement que nous comprenons l'ensemble des risques qui vont avec. Je m'engage à vous dire que parce que nous travaillons sur ces domaines qui sont des domaines très sensibles, tantôt on nous taxe d'être pro ceci, tantôt on nous taxe d'être pro cela. L'OIDH en a souffert, mais nous regardons de loin avec amusement. Le citoyen nouveau, c'est celui-là aussi qui doit comprendre ce que c'est que la société civile et le rôle qui est celui de la société civile dans une démocratie. Les Ivoiriens ne doivent pas s'auto-flageller à ne pas faire la politique. Parce que quand nous parlons comme ça, on nous dit non, vous faites la politique. C'est bien sûr que nous faisons de la politique et nous sommes fiers de faire de la politique. Nous ne faisons pas la politique dans le sens de concourir à l'exercice du pouvoir d'État. Non. Les organisations de la société civile en général et celles en charge des droits de l'homme font de la politique dans le sens qu'elles s'intéressent à la façon dont la cité est gérée. Dès l'instant où on s'intéresse à la façon dont la cité est gérée, on est déjà en politique. Et le premier niveau de contrôle citoyen est celui-là de s'intéresser à la politique dans le sens de la façon dont la cité est gérée pour éviter les abus et l'arbitraire, n'est-ce pas, de ceux des associés qui ont décidé de nous diriger. Mais bon, il y a un problème de compréhension. Je me souviens que par le passé, quand on se prononçait, on nous disait qu'on est pro RHDP, pro RDR, parce qu'on critiquait, n'est-ce pas, la gouvernance de l'ancien régime. Mais sous ce régime, on nous critique d'être pro ceci, pro PPACI, FPI, etc. Bon, bref, que nous sommes confiants qu'une nouvelle race d'Ivoiriens est en train d'émerger. Une race d'Ivoiriens qui a vécu dans la souffrance et qui continue de vivre dans la souffrance. Une race d'Ivoiriens qui a fini par comprendre que l'acteur politique est un prestataire qui veut diriger et que tant que le peuple ne sera pas un peuple qui ne sait pas en fait les tenants et les aboutissants de l'activité politique, le peuple sera pris comme une réelle bête de foire. C'est ce que nous voulons éviter. Participer à la gouvernance pour nous est une œuvre sacrée. Et pour participer à la gouvernance, il faut comprendre les enjeux de la gouvernance. Le citoyen nouveau doit comprendre que la prestation de l'État n'est pas un service rendu et que lorsque l'État construit des infrastructures pour permettre aux populations de bien vivre, l'État est dans son devoir, dans son rôle. En clair, pour nous, il n'y a pas lieu à dire merci ou encore à avoir des activités de réjouissance outre mesure. C'est nos impôts, ce qu'on nous prélève. Bref, c'est dans la tontine commune, dans le basket fund commun que sort, n'est-ce pas, cet argent-là qui permet aux gouvernants, n'est-ce pas, de réaliser ces infrastructures-là en notre nom à tous. Et donc, lorsque c'est fait, l'approche basée sur les droits de l'homme nous permet même de dire que c'est un devoir. La relation entre détenteurs de droits et débiteurs d'obligations nous permet d'inférer que lorsque l'État réalise une infrastructure, c'est plutôt à l'État de s'excuser auprès des populations pour n'avoir pas fait cette infrastructure à temps et pour l'avoir faite en retard. Voilà comment les choses devraient être. Si nous voulons parvenir à ce niveau de développement, à ce niveau de société où l'État n'est pas confondu à la personne de celui qui le dirige, l'État n'est pas confondu au gouvernement, l'État n'est pas confondu aux partis politiques, surtout aux partis politiques au pouvoir, je crois qu'on aura vraiment réalisé l'un des plus gros défis démocratiques de notre société contemporaine. La nécessité d'un citoyen ivoirien nouveau pour la démocratisation de notre pays repose sur le fait que, interrogeons aujourd'hui les valeurs. Mesdames et messieurs, je vous engage à regarder quel type de valeurs est-ce que nous sommes en train de promouvoir dans notre société, que nous sommes en train de véhiculer pour nos enfants. J'interroge le fameux phénomène des influenceurs, qui aujourd'hui présentent des comportements qui sont aux antipodes des valeurs qui ont fondé notre société. Tantôt ils sont pasteurs, tantôt ils sont fonctionnaires avec aucune référence, mais qui sur les réseaux sociaux sont présents tout le temps, distillant des messages, y compris parmi les messages les plus indécents à l'opinion publique, ou encore arborent des fautes sorte d'argent avec des trains de vie que rien ni aucune activité professionnelle structurée ne puisse justifier. Et là où nous sommes vraiment subjugués, c'est que ces individus-là ont droit de citer, prospèrent, sont ont accès à des autorités, ont accès à des médias publics, aux canaux de diffusion privés, là même où ceux qui sont de vrais influenceurs et porteurs de valeurs n'ont pas accès. Combien d'Ivoiriens valeureux, écrivains, poètes, acteurs politiques rangés ont perdu la vie sans même bénéficier, n'est-ce pas, d'obsèques ou de sépultures à la hauteur de leur dignité et de ce qu'ils ont eu à faire pour la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène dit d'influenceurs que nous combattons. Nous combattons parce que nous estimons que c'est pas ça les valeurs de la Côte d'Ivoire. Faire des directs, parler de choses en deçà de la ceinture à nos enfants, et ça avec le soutien des médias publics, avec le soutien de certaines autorités, nous disons non. Arborer de fortes sommes d'argent, des portables de dernière, téléphones portables de dernière génération, des voitures de dernière génération, mais c'est ce que nos enfants copient et c'est ce à quoi ils veulent ressembler aujourd'hui. Et puis on assiste, n'est-ce pas,
à une grande montée en puissance de la délinquance juvénile, de la consommation des stupéfiants et de la prostitution. Donc, on est dans le règne de l'indécence. On est dans le règne, n'est-ce pas, de la courbe de valeur inversée. On est dans le règne, n'est-ce pas, de ce qui est impudique. Je vous en prie, il faut qu'on travaille là-dessus. Un Ivoirien nouveau est un Ivoirien qui soit conscient de ce que une société repose sur des valeurs. Pour nous, si le succès de ce pays a reposé un bon moment sur l'agriculture, il est temps de penser à faire reposer ce succès-là sur l'éducation et sur les valeurs. Parce que même une agriculture prospère qui tombe entre les mains d'individus indélicats, vous voyez ce que ça peut donner, on l'a vu par le passé avec de nombreux scandales, n'est-ce pas, de détournement de deniers publics, etc. Pour nous, ceci est fondamental. Travailler à ce que l'Ivoirien se détourne des aventuriers, des diseurs de fortune, de cette catégorie de charlatans modernes qui viennent, n'est-ce pas, polluer notre atmosphère de valeur. Et nous disons haro, et là nous nous permettons de critiquer le comportement de certains officiels de l'État qui se mêlent à ça, c'est-à-dire qui permettent à ces individus-là de prospérer et d'avoir vraiment pignon sur rue dans notre société. Nous estimons qu'il ne faut pas permettre que des individus qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas d'activité professionnelle reconnue, des individus qui n'ont pas de vie rangée puissent, n'est-ce pas, venir sur les réseaux sociaux pour diffuser de mauvais messages aux jeunes générations. Nous ne l'acceptons pas. Merci. Au titre de l'année 2024, nous avons conduit des activités, bien sûr, dans les 3 axes que nous avons indiqués tout à l'heure. Mais à partir du mois de juin, nous avons mis un point d'honneur à l'ordonnance du 12 juin 2024 portant organisation de la société civile. Nous avons marqué notre désaccord avec cette ordonnance du simple fait que l'économie de la lecture de cette ordonnance indique tout simplement qu'il s'agit d'un recul concernant la société civile. Nous estimons que les dirigeants actuels ont tellement fait d'efforts et ont tellement poussé et porté la Côte d'Ivoire à un certain niveau, au niveau des relations internationales et surtout au niveau du visage que la Côte d'Ivoire présente à l'extérieur. Et ça, il faut le reconnaître. Voilà, l'acteur, la posture de l'acteur de la société civile, ce n'est pas celle de la critique à tort et à travers en train de jaspiner pour dire ce qui est bon mérite d'être reconnu comme tel, mais ce qui n'est pas bon mérite tout aussi de l'être. Il est bon que cela soit compris. Donc pour nous, cette ordonnance constitue un recul. Le président Ouattara, ses différents gouvernements ont fait beaucoup d'efforts pour montrer notre visage de la Côte d'Ivoire. Mais l'adoption de cette ordonnance montre simplement l'idée que les autorités ont de la société civile, qui est une idée de rabais vis-à-vis de la société civile. Pour nous, il fallut, au lieu de prendre une ordonnance, prendre une loi dans un processus consensuel consultatif des acteurs de la société civile eux-mêmes. On ne peut pas réglementer une corporation, donc un secteur d'activité, à l'insu de ce secteur d'activité. Cette ordonnance vient aligner la société civile dans l'ordre hiérarchique du ministère de l'Intérieur et ce n'est pas joli à voir. Ça fait pas joli à voir. On devrait être dans une situation où aujourd'hui les libertés publiques sont célébrées. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution qui le dit. La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 consacre en tout point de vue son attachement aux droits de l'homme. D'ailleurs, le premier chapitre de la Constitution est exclusivement lié aux droits de l'homme. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de parler des acteurs qui sont porteurs des droits de l'homme, on procède par ordonnance, qui est un acte réglementaire qui traduit la volonté directe du président de la République dans un domaine qui n'est pas le sien, dans un domaine qui est celui de la loi, où il s'agit de parler de droits de l'homme, on contourne le Parlement, l'Assemblée nationale, donc la représentation nationale choisie par les Ivoiriens, pour adopter directement une ordonnance. Et c'est sur la base de cette ordonnance que des associations telles que la FECI, avec qui on n'est pas toujours d'accord, sont dissoutes. On peut ne pas être d'accord avec la façon de fonctionner de certaines associations, mais de là à les dissoudre, nous pensons que c'est l'extrême. Sans une certaine gradation, sans des avertissements, c'est l'extrême. On s'en va à des élections en 2025 et la société civile ivoirienne dans son ensemble n'est pas prête à accepter cette ordonnance. Nous demandons purement et simplement la rétractation de cette ordonnance afin de permettre la reprise du dialogue autour de ce que c'est que la société civile. Je voudrais vous engager à relire et à lire le dernier rapport produit par le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et présenté devant le Conseil des droits de l'homme le 4 septembre 2024 sur le rôle de la société civile dans une démocratie. Et ce rapport-là ne dit ni plus ni moins ce qui suit. Il n'existe aucun développement et aucun processus démocratique qui ne se fasse en dehors de la société civile. Et notre Constitution le dit très bien à l'article 26, la société civile est l'un des moyens d'expression de la démocratie. Elle contribue au développement socio-économique et culturel de la nation. Avec un tel rôle qui est confié à la société civile, on ne devrait pas, n'est-ce pas, réglementer la société civile en vrac dans des processus qui n'aient rien de démocratique, dans des processus qui n'ont même pas inclus la société civile elle-même. À la fin de cette entrevue, de cette causerie démocratique et citoyenne, je voudrais marquer mes remerciements
à titre personnel et ceux de l'organisation que je dirige, à l'intention, n'est-ce pas, des promoteurs de la chaîne DDH TV. Je dois dire que c'est un peu ça qui manquait, des canaux de communication sur l'actualité réelle et vraie des droits de l'homme, sur des questions d'intérêt national, touchent directement l'ensemble des citoyens ivoiriens. Je voudrais remercier particulièrement M. Ganiou Latif d'avoir eu l'initiative de promener son micro auprès de certains acteurs de la société civile, triés sur le volet à partir de lui-même ses critères de choix. Et ça permet à l'ensemble de l'auditoire d'avoir une vue d'ensemble de la situation des droits de l'homme dans le pays, en dehors, n'est-ce pas, des canaux officiels. C'est une initiative citoyenne à vraiment perpétuer et je dois dire que pour un coup d'essai, c'est un véritable coup de maître. Merci en tout cas DDH TV, merci cher ami Ganiou Latif, grand merci.